Aucune femme de ménage n'a tenu longtemps avec la nouvelle épouse du millionnaire, jusqu'à ce qu'une nouvelle femme de ménage noire fasse l'impossible. Le vase en cristal s'est brisé contre le mur en marbre avec un fracas qui a résonné dans tout le manoir. Victoria Blackwell regardait les éclats éparpillés sur le sol, ses yeux verts froids comme la glace, tandis que la 5e femme de ménage du mois courait vers la porte d'entrée, les larmes coulant sur son visage. « Pathétique !» cria Victoria, sa voix tranchante comme une lame. « Elles sont toutes absolument pathétiques. » Le manoir de 15 000 mètres carrés à Beverly Hills retomba dans un silence sépulcral. Seul le bruit des talons loup-boutins de Victoria résonnait dans les couloirs vides alors qu'elle se dirigeait vers son bureau privé. À 32 ans, elle avait épousé Richard Blackwell, magnate de l'immobilier, il y a seulement 6 mois. L'homme de 60 en voyageait toujours pour affaires, la laissant seule dans cette prison dorée. Victoria n'était pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle a grandi dans les banlieues de Détroit, fille d'un mécanicien alcoolique et d'une couturière qui travaillait 16 heures par jour. Sa beauté exceptionnelle était sa seule échappatoire à cette vie misérable. À 18 ans, elle a déménagé à Los Angeles avec $50 en poche et un rêve impossible de devenir actrice. Pendant des années, elle a travaillé comme serveuse, mannequin pour catalogue et même danseuse dans un club de nuit douteux. C'est lors d'un événement caritatif qu'elle a rencontré Richard. Il était fasciné par sa beauté exotique et son intelligence aiguë. Le mariage fut rapide, presque urgent. Victoria avait enfin obtenu tout ce qu'elle avait toujours voulu: argent, statut, pouvoir. Mais quelque chose en elle était devenu amer, toxique. Les femmes de ménage étaient ses victimes préférées, surtout celles qui lui rappelaient ses propres origines modestes. Sarah a tenu 3 jours avant que Victoria découvre qu'elle avait utilisé les toilettes du personnel du 2e étage, réservées uniquement aux urgences. L'humiliation publique devant les jardiniers fut dévastatrice. Monica a tenu une semaine entière jusqu'au jour où Victoria a trouvé une tache microscopique sur le miroir de la salle de bain principale. Les cris pouvaient être entendus à 3 pâtés de maison. Chaque renvoi suivait le même schéma cruel. Victoria trouvait un défaut insignifiant, en faisait une tragédie nationale et détruisait psychologiquement l'employé jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de fuir. Le pouvoir absolu sur des personnes vulnérables était devenu sa dépendance la plus dangereuse. Le lendemain matin, Victoria était assise dans son fauteuil en velours bleu quand la sonnette retentit. Margaret, la gouvernante principale qui avait survécu en étant pratiquement invisible, annonça l'arrivée d'une nouvelle candidate. « Faites-la entrer », dit Victoria en ajustant la bague en diamant de 15 carats à son doigt. « Voyons combien de temps celle-ci durera. » La porte s'ouvrit et une femme noire d'environ 40 ans entra silencieusement. Ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon élégant, l'uniforme impeccablement repassé, posture droite mais respectueuse. Il y avait quelque chose de différent en elle, une dignité naturelle que Victoria ne put immédiatement identifier. « Votre nom » demanda Victoria sans se lever. « Naomi Washington, madame » répondit la femme, sa voix calme et mélodieuse. « Expérience précédente. 15 ans de travail dans des résidences privées. J'ai d'excellentes références. » Victoria examina Naomi de la tête aux pieds comme un prédateur évaluant sa prochaine proie. Elle cherchait des signes de faiblesse, de nervosité, de peur. Elle ne trouva qu'un calme dérangeant qui l'irrita profondément. « Les règles de cette maison sont simples, » dit Victoria en se levant lentement. « Perfection absolue en tout. Toute erreur, même minime, entraîne un licenciement immédiat. Je ne tolère pas l'incompétence, la paresse ni les excuses. Compris ? Parfaitement, madame. Vos prédécesseurs ont tenu entre 2 jours et 1 semaine. La dernière a cassé mon vase préféré en cristal baccarat. Il valait plus que ce qu'elle aurait gagné en 2 ans. » Victoria s'attendait à voir Naomi se recroqueviller, mais la femme resta impassible. « Je suis désolée pour ce qui est arrivé, madame. » Quelque chose dans le ton de Naomi irrita profondément Victoria. Il n'y avait pas assez de peur, pas la soumission désespérée qu'elle appréciait tant. C'était comme si Naomi cachait un secret, comme si elle savait quelque chose que Victoria ignorait. Pire encore, il y avait une sérénité dans ses yeux foncés qui faisait que Victoria se sentait petite et exposée. « Margaret vous montrera vos devoirs. Commencez immédiatement. » Naomi acquiesça et sortit silencieusement. Victoria resta immobile quelques minutes, une sensation étrange s'installant dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un était entré chez elle sans montrer de terreur immédiate. Cela l'intriguait et en même temps la mettait en colère. À l'extérieur, Naomi suivit Margaret dans les couloirs sans fin. Ses yeux captaient chaque détail de la décoration excessive, chaque œuvre d'art coûteuse, chaque symbole d'ostentation inutile. Mais son esprit était concentré sur quelque chose de complètement différent,
la petite photo qu'elle portait cachée dans la poche de son uniforme. La photo montrait une fille de 12 ans dans un lit d'hôpital, souriant courageusement malgré les tubes connectés à son corps. Zoé, sa fille, avait besoin d'une greffe de rein coûtant 400 000 $. Naomi avait essayé tous les emplois possibles, tous les prêts imaginables. Cette maison représentait son dernier espoir. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Naomi a commencé son travail à 5 heures du matin, 2 heures avant que Victoria ne se réveille. Elle a nettoyé chaque centimètre de la bibliothèque avec la précision d'un chirurgien, a organisé les magazines de mode par ordre alphabétique et par date, a poli les chandeliers en argent jusqu'à ce qu'ils brillent comme des miroirs. Lorsque Victoria est descendue pour le petit déjeuner à 9 heures précises, elle a trouvé tout impeccable. « Le café est faible », a dit Victoria, sans même y avoir goûté. C'était toujours comme ça, la première provocation de la journée. « Je vais en faire un autre immédiatement, madame », a répondu Naomi en récupérant la tasse sans montrer la moindre irritation. Victoria s'attendait à voir des signes de frustration, un soupir résigné, peut-être un tremblement dans les mains. Rien. Naomi a simplement préparé un nouveau café, l'a servi avec la même sérénité et a continué ses tâches. L'absence de réaction a déconcerté Victoria et, secrètement, l'a rendue furieuse. Durant la première semaine, Victoria a intensifié ses attaques avec une cruauté calculée. Elle a trouvé un cheveu presque invisible dans la salle de bain et a crié pendant 20 minutes au sujet des normes d'hygiène inacceptables, faisant des commentaires inutiles sur certaines personnes qui ne savent pas maintenir une propreté adéquate. Naomi a écouté en silence, s'est excusée sincèrement et a nettoyé à nouveau la salle de bain, sa dignité intacte. Quand Victoria a découvert que les serviettes n'étaient pas pliées exactement comme elle aimait, elle a explosé dans un discours venimeux sur la compétence et le fait de savoir quelle est sa place. Naomi a refait les serviettes 3 fois jusqu'à atteindre la perfection exigée, sans jamais perdre son calme. Ce qui perturbait le plus Victoria, c'était que Naomi ne semblait jamais feindre la soumission. Il y avait une tranquillité authentique dans ses gestes, une force intérieure que Victoria reconnaissait mais ne parvenait pas à briser. Cela la mettait en colère d'une manière qu'elle ne comprenait pas entièrement. Comment quelqu'un dans une position aussi vulnérable pouvait-il garder une telle sérénité? Margaret, appela Victoria à la fin de la première semaine. Que penses-tu de la nouvelle employée? La gouvernante hésita, choisissant soigneusement ses mots. Elle est exceptionnelle, madame. Très compétente. Ne se plaint jamais, même quand. Même quand quoi? Victoria plissa les yeux. Rien, madame. Juste qu'elle est très professionnelle. Tout le monde a un point de rupture, dit Victoria en tambourinant des doigts sur la table en acajou. Il s'agit juste de trouver le point faible. Mais au fil des jours, Victoria commença à remarquer des détails étranges chez Naomi. Pendant l'heure du déjeuner, elle disparaissait pendant exactement 1 heure, toujours avec son vieux téléphone portable. Victoria la suivit discrètement et découvrit que Naomi s'enfermait dans le petit débarras du sous-sol, chuchotant doucement au téléphone. Les conversations semblaient intimes, affectueuses, mais Victoria ne pouvait pas distinguer à qui Naomi parlait. Le deuxième mystère apparut lorsque Victoria trouva Naomi en train de lire un livre de néphrologie pendant sa pause. Lorsqu'elle lui demanda, Naomi dit simplement qu'elle aimait apprendre de nouvelles choses. Mais Victoria avait remarqué d'autres livres cachés dans l'armoire de Naomi. Transplantation rénale, compatibilité des donneurs, financement des procédures médicales. Pourquoi une femme de ménage étudierait-elle des sujets aussi spécifiques et urgents? La 3e semaine apporta la première grande épreuve. Victoria organisa un dîner pour 12 invités importants. Politiciens, hommes d'affaires, mondains. C'était sa chance d'humilier Naomi publiquement, devant des personnes qui pourraient détruire sa réputation professionnelle pour toujours. « Je veux que tout soit parfait », dit Victoria le matin de l'événement. « Une seule erreur et tu seras dehors avant le dessert. » Naomi acquiesça calmement et commença les préparatifs. Toute la journée, Victoria la suivit comme un vautour, cherchant la moindre excuse pour créer un scandale. Elle fit des commentaires malveillants sur la capacité naturelle de certaines personnes aux travaux manuels, mais Naomi resta concentrée sur ses tâches. Les invités arrivèrent à 7 heures. Le dîner fut servi impeccablement. Chaque plat à la température idéale, chaque verre de vin au moment exact, chaque détail de la décoration parfait. Victoria devenait désespérée. Comment Naomi pouvait-elle être aussi efficace sous une pression extrême et une hostilité constante? L'occasion se présenta pendant le dessert. Victoria renversa accidentellement du vin rouge sur la robe blanche hors de prix de Mrs. Patterson, une des mondaines les plus influentes de la ville. « Naomi !» cria Victoria, feignant l'horreur. « Comment as-tu pu être aussi négligente ?» Tous les regards se tournèrent vers Naomi,
qui se trouvait de l'autre côté de la salle, clairement innocente. Mais avant que quelqu'un ne puisse protester, Naomi s'approcha rapidement. « Je présente 1000 excuses, Mrs. Patterson, » dit Naomi, sa voix calme même face à une injustice flagrante. Puis j'essayai d'enlever la tache immédiatement. Mrs. Patterson regarda, confuse, entre Naomi et Victoria, percevant clairement la supercherie. Mais Naomi appliquait déjà un produit de nettoyage qu'elle avait discrètement apporté, travaillant avec des mouvements précis et soigneux. Miraculeusement, la tache commença à disparaître. « Comment as-tu su exactement quoi faire ?» demanda Mrs. Patterson, impressionnée. « J'ai étudié les techniques d'élimination des taches, madame. Je me prépare toujours à toutes les situations possibles. » L'embarras fut pour Victoria, pas pour Naomi. Les invités commencèrent à murmurer doucement à propos de la compétence extraordinaire de la domestique et du comportement douteux de l'hôtesse. Victoria sentit le sang bouillonner dans ses veines. Après le départ de tous, Victoria confronta Naomi dans le hall principal. « Tu m'as fait passer pour une honte », siffla Victoria, le visage déformé par la colère. « Ce n'était pas mon intention, madame. J'ai juste essayé de résoudre la situation. Ne me mens pas. Tu savais exactement ce que tu faisais. » Naomi resta silencieuse, ses yeux sereins rencontrant ceux de Victoria. À ce moment, Victoria vit quelque chose qui la bouleversa profondément, de la compassion. Pas de peur, pas de colère, mais une véritable pitié, comme si Naomi regardait un enfant perdu et blessé. « Tu ne me connais pas, » murmura Victoria, la voix tremblante. « Peut-être pas, madame. Mais je reconnais la douleur quand je la vois. Et je reconnais quelqu'un qui essaie de cacher sa propre vulnérabilité en blessant les autres. » Les mots frappèrent Victoria comme un coup de poing dans l'estomac. Elle courut dans sa chambre, ferma la porte à clé et, pour la première fois depuis des années, pleura jusqu'à s'endormir. Victoria passa les 3 jours suivants enfermée dans sa chambre, refusant de voir Naomi ou qui que ce soit d'autre. Elle ordonna que les repas soient laissés à la porte et communiquaient uniquement par l'intermédiaire de Margaret. Mais même isolée, elle pouvait entendre Naomi travailler dans les couloirs. Ses pas légers, le bruit de l'aspirateur, le tintement discret des objets rangés avec un soin infini. Lorsqu'elle sortit enfin, Victoria découvrit que Naomi avait transformé le manoir dans quelque chose d'irconisable. Chaque pièce brillait d'une propreté impeccable, mais il y avait quelque chose de plus, de petites touches personnelles qui rendaient l'ambiance plus chaleureuse. Des fleurs fraîches placées stratégiquement, des rideaux ouverts pour laisser entrer la lumière naturelle, des coussins réarrangés pour créer des coins plus accueillants. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Victoria, trouvant Naomi en train de ranger la bibliothèque. « Je pensais que ça rendrait la maison plus agréable, madame. Je n'ai pas demandé ton avis sur la décoration. » Naomi cessa d'organiser les livres et se tourna vers Victoria. « Vous avez raison, madame. Je peux défaire les changements si vous préférez. » Mais Victoria ne put répondre. La vérité, c'est que la maison n'avait jamais paru aussi vivante. Pendant des mois, elle s'était sentie étouffée par toute cette froide opulence. Maintenant, pour la première fois, elle se sentait vraiment chez elle. Cette nuit-là, Victoria décida de découvrir les secrets de Naomi. Elle attendit minuit et descendit silencieusement jusqu'au débarras où Naomi passait ses appels mystérieux. La porte était entr'ouverte, et Victoria pouvait entendre la conversation. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mon trésor ?» disait la voix tendre de Naomi. « La dialyse a-t-elle été très difficile aujourd'hui ? » « Je sais, chérie, je sais. Maman travaille très dur pour obtenir l'argent pour la transplantation. Encore quelques mois, je te promets. » Victoria sentit son cœur se serrer. Naomi avait une fille malade. Tout commençait à prendre sens. Les livres de néphrologie, le besoin désespéré de garder son emploi, la patience infinie face aux abus les plus cruels. « Veux-tu que je chante cette chanson que tu aimes ?» continua Naomi. « Tu te souviens de notre chanson spéciale ? You are my sunshine, my only sunshine. C'est ça, chante avec moi, Zoé. » Zoé. La fille s'appelait Zoé. Victoria resta cachée, écoutant Naomi chanter doucement pour encourager l'enfant. Chaque note était chargée d'un amour inconditionnel, d'une dévotion que Victoria n'avait jamais expérimentée ni vue. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Maman doit aller dormir maintenant, mais souviens-toi, tu es la fille la plus courageuse du monde entier. Et demain, nous serons un jour plus proches de ton tout nouveau rein, d'accord ?» Lorsque Naomi raccrocha, Victoria courut jusqu'à sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, elle se retrouvait face à un amour vrai et désintéressé. Naomi n'était pas là pour l'argent ou le statut, elle se battait pour la vie de sa fille. Dans les jours qui suivirent, Victoria commença à regarder Naomi avec de nouveaux yeux. Elle remarqua que Naomi ne déjeunait jamais,
gardant son repas pour l'emporter chez elle. Elle remarqua que ses vêtements, bien que soigneusement entretenus, étaient vieux et discrètement raccommodés. Elle remarqua que Naomi travaillait jusqu'à très tard, assumant des tâches supplémentaires sans jamais demander de rémunération supplémentaire. Plus important encore, Victoria commença à remarquer comment Naomi traitait tous ceux qui l'entouraient. Avec Margaret, elle était respectueuse et gentille. Avec les jardiniers, elle offrait toujours de l'eau fraîche les jours chauds. Même avec Victoria, malgré toute la cruauté reçue, Naomi gardait une courtoisie sincère qui n'était pas soumise mais simplement humaine. Un après-midi, Victoria trouva Naomi effondrée dans la cuisine. Elle avait travaillé 18 heures d'affilée avec seulement un verre d'eau et quelques biscuits. Victoria la porta jusqu'au canapé et attendit qu'elle se réveille, tenant un chiffon humide de ses mains tremblantes. « Madame » murmura Naomi, ouvrant lentement les yeux. « Quand as-tu pris un repas complet pour la dernière fois » demanda Victoria, sa voix étrangement douce. Naomi essaya de se lever, mais Victoria la retint. « Inutile de mentir. Je sais pour ta fille. » Le visage de Naomi pâlit. « Je peux expliquer. Quel âge a-t-elle » 12 ans, chuchota Naomi, les larmes commençant à perler dans ses yeux. Elle est née avec une maladie polykystique des reins. Elle a besoin d'une transplantation qui coûte 400 000 $, termina Victoria. Naomi acquiesça, incapable de parler. Victoria resta silencieuse plusieurs longues minutes, digérant tout. Finalement, elle se leva et alla chercher une assiette de nourriture dans la cuisine. « Mange » ordonna Victoria, mais sa voix était dénuée de sa dureté habituelle. Naomi obéit, mangeant lentement pendant que Victoria la regardait. C'était comme si elle voyait Naomi pour la première fois. Non pas comme une employée, mais comme une mère désespérée faisant des sacrifices inimaginables par amour. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de Zoé dès le début » demanda Victoria. « Les maîtresses n'aiment pas les problèmes personnels. Et moi, je ne voulais pas de ta pitié. » « Pas après. » Naomi hésita. « Après quoi ?»« Après la façon dont tant de gens m'ont déjà traité. À cause de ma couleur, à cause de ma situation. Je voulais juste une chance équitable de gagner honnêtement cet argent. » Victoria sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une émotion qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Honte, respect, admiration. Naomi avait supporté des mois d'humiliation non par faiblesse, mais par une force extraordinaire. Elle avait transformé une maison froide en un foyer, non parce qu'elle y était obligée, mais parce que c'était sa nature d'apporter de la beauté au monde. « Montre-moi une photo d'elle » dit doucement Victoria. Naomi hésita, puis sortit une photo froissée de sa poche. Victoria vit une jolie fille à la peau foncée et au sourire radieux, mais clairement fragile. Zoé avait les mêmes yeux sereins que sa mère, la même aura de paix intérieure, même au milieu de la souffrance. « Elle est belle » murmura Victoria, rendant la photo avec précaution. « C'est la lumière de ma vie » dit Naomi, rangeant l'image comme un trésor. Victoria se leva et alla à la fenêtre, regardant les jardins parfaitement entretenus. Pour la première fois de sa vie, elle se retrouva face à quelque chose de plus grand que ses propres besoins, ses propres peurs et préjugés. Victoria est restée éveillée toute la nuit, marchant de long en large dans sa chambre. L'image de Zoé souriant malgré sa maladie ne quittait pas son esprit. À 6 heures du matin, elle prit une décision qui allait tout changer pour toujours. Elle trouva Naomi en train de préparer le petit déjeuner, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, Victoria s'assit sur le comptoir de la cuisine, observant Naomi travailler. « Naomi, je dois te dire quelque chose à propos de moi. » Naomi arrêta de remuer les œufs, surprise par le ton vulnérable de Victoria. « J'ai aussi eu une fille, autrefois, » dit Victoria, la voix à peine un murmure. Elle s'appelait Lily. Naomi se retourna complètement, les yeux écarquillés. Victoria n'avait jamais mentionné d'enfant. J'avais 17 ans quand je suis tombée enceinte. Le père était un garçon noir de mon lycée. Quand mes parents l'ont découvert. Victoria avala difficilement, les mots sortant avec peine. Ils m'ont chassé de la maison, ont dit des choses horribles sur moi et lui. Ils ont traité notre fille d'abomination. Naomi laissa tomber la spatule et s'approcha lentement, reconnaissant la vieille douleur dans les yeux de Victoria. Je suis allée vivre chez une tante qui me méprisait. Lily est née prématurée, avec des complications respiratoires. Elle avait besoin de soins spéciaux, d'un traitement coûteux. J'étais jeune, seule, sans argent. Victoria rit amèrement. Les médecins ont dit qu'elle avait 30% de chances de survivre si on pouvait payer le traitement. Seulement 30%. Victoria, murmura Naomi, ses propres larmes commençant à perler. Elle est morte à 2 mois. Dans mes bras, à l'hôpital public, pendant que je suppliais les médecins de faire quelque chose. Et tu sais ce qui était pire ?
Victoria regarda Naomi droit dans les yeux. Les infirmières, les médecins, tout le monde me traitait comme si c'était de ma faute. Une fille blanche qui s'était engagée avec celui qu'elle ne devait pas. Comme si ma fille valait moins à cause de la couleur de peau qu'elle avait héritée. Naomi resta silencieuse, comprenant enfin la source de l'amertume de Victoria. « C'est pour ça que tu traites les gens ainsi, » dit doucement Naomi. « Pour ne jamais te sentir vulnérable à nouveau. Et c'est pour ça que tu me traites pire. Je te rappelle ce que tu as perdu. » Exactement. J'ai juré ce jour-là que je ne serais plus jamais rejeté, plus jamais jugé, plus jamais laissé à la merci de quelqu'un. Victoria se leva brusquement. Et puis tu es apparu. Toi, avec ta dignité impossible, ton amour inconditionnel pour Zoé. Tu me rappelles non seulement Lily, mais la personne que j'étais avant que la douleur n'endurcisse mon cœur. Le silence dans la cuisine était lourd, chargé d'émotion et de compréhension mutuelle. Finalement, Victoria prit une profonde inspiration et annonça sa décision. « Je vais payer la transplantation de Zoé. » Naomi resta figée. « Quoi ? Tu as bien entendu. 400 000 $. Je vais transférer l'argent aujourd'hui. Et plus encore, je vais utiliser mes contacts pour la mettre en tête de liste pour la transplantation. » Victoria, je ne peux pas accepter ça, balbutia Naomi, choquée. C'est trop d'argent, je ne pourrai jamais te rembourser. Je ne te demande pas de rembourser. Victoria s'approcha de Naomi, ses mains tremblant légèrement. Je fais ça parce que Lily méritait la chance que je n'ai pas pu lui donner. Zoé mérite la chance pour laquelle tu te bats désespérément. Et tu mérites d'être traité avec le respect que j'aurais dû montrer depuis le premier jour. Naomi éclata en sanglots, couvrant son visage de ses mains. Victoria, hésitante au début, la serra dans ses bras. C'était la première fois en 15 ans qu'elle touchait quelqu'un avec une tendresse véritable. « Pourquoi ?» pleura Naomi. « Pourquoi ferais-tu ça pour nous? Après la façon dont tu m'as traité. Parce que tu m'as montré qu'il y a encore de la bonté dans ce monde. Parce que tu as supporté ma cruauté et y as répondu avec grâce. Parce que tu m'as rappelé qui j'étais avant que la douleur ne me transforme en monstre. Et parce que... » Victoria hésita. « Parce que peut-être c'est ma chance d'honorer la mémoire de Lily en faisant quelque chose de bien. » À ce moment-là, le téléphone de Naomi sonna. C'était l'hôpital. Victoria vit le visage de Naomi pâlir alors qu'elle répondait. « Zoé a eu une crise rénale pendant la nuit, » dit Naomi en raccrochant avec des mains tremblantes. « Ils disent qu'elle a besoin de la transplantation immédiatement sinon. » Victoria n'hésita pas une seconde. « Prends tes affaires. On va à l'hôpital maintenant. »« Mais madame, je ne peux pas quitter le travail. »« Naomi Washington, tu es licenciée. » Victoria vit la panique dans les yeux de Naomi et ajouta rapidement, en tant que femme de ménage. « Maintenant, tu es ma partenaire dans la fondation caritative que je vais créer en mémoire de Lily. Ton premier et plus important dossier sera Zoé. » Le trajet vers l'hôpital fut tendu et urgent. Victoria conduisait pendant que Naomi passait des appels frénétiques aux médecins. Victoria utilisa ses contacts pour s'assurer que la meilleure équipe médicale de la ville les attendait. À leur arrivée, une infirmière les conduisit rapidement en réanimation. Zoé était consciente mais clairement affaiblie. Pourtant, ses yeux s'illuminèrent en voyant sa mère. « Maman, tu as amené la dame importante de ton histoire ?» Naomi parut confuse jusqu'à ce qu'elle comprenne que Zoé parlait de Victoria. « Oui, mon amour. Voici Victoria. Elle est venue te voir. » Victoria s'approcha du lit, le cœur brisé en voyant la fragilité de la fillette. Zoé était encore plus belle en vrai, avec un sourire qui irradiait l'espoir malgré tout. « Tu es la patronne de maman ?» demanda Zoé, curieuse. Victoria sourit, une larme coulant sur sa joue. « Non, ma chérie. Ta maman n'est la domestique de personne. Elle est mon amie. Et tu es la fille la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Maman a dit que je pourrais peut-être avoir un nouveau rein. C'est vrai ?» Victoria prit la petite main fragile de Zoé dans les siennes. « C'est vrai. Et je vais personnellement m'assurer que tu es les meilleurs médecins du monde. » Zoé sourit largement. « Alors je vais guérir et pouvoir courir au parc à nouveau. »« Oui, » dit Victoria, la voix ferme malgré les larmes. « Je te le promets. » À ce moment-là, Victoria comprit qu'elle avait trouvé sa véritable raison d'être. Elle ne serait pas seulement une riche maîtresse de maison amère. Elle serait quelqu'un qui utiliserait ses ressources pour donner aux enfants les chances que Lily n'a jamais eues. 8 mois plus tard, le manoir de Beverly Hills était méconnaissable. Ce qui avait été une prison dorée était devenu un véritable foyer, rempli de rire et de vie. Naomi, désormais directrice exécutive de la fondation Lily Washington,
organisait son bureau qui appartenait autrefois exclusivement à Victoria. Les murs étaient ornés de photos d'enfants souriants, tous les petits patients ayant reçu l'aide de la fondation. Zoé courait dans les couloirs avec l'énergie d'un enfant en parfaite santé, poursuivant le nouveau Golden Retriever que Victoria avait spécialement adopté pour elle. La greffe avait été un succès extraordinaire. Les médecins parlaient de miracle. Non seulement Zoé avait survécu, mais son nouveau rein fonctionnait parfaitement, lui redonnant toute la vitalité que la maladie lui avait volée. « Tante Victoria !» cria Zoé, entrant en trompe dans le bureau, suivie du chien. « Buddy a pris ma poupée et ne veut pas la rendre. » Victoria leva les yeux des documents qu'elle signait, des contrats pour 5 autres greffes que la fondation financerait ce mois-ci, et sourit affectueusement. « Buddy, tu es un chien mal élevé. » Le Golden Retriever lâcha immédiatement la poupée en remuant la queue comme pour s'excuser. Zoé serra Victoria fort dans ses bras, un geste qui émouvait encore profondément la femme qui avait perdu tant d'années à être froide et distante. « Où est ta mère ?» demanda Victoria en haranguant les boucles de Zoé. Elle parle à cet homme qui pleure au téléphone. Maman a dit que son petit garçon allait aussi recevoir un nouveau rein. Victoria hocha la tête, fière. Naomi avait développé un talent exceptionnel pour parler aux parents désespérés, offrant non seulement une aide financière, mais aussi un véritable espoir et une compréhension sincère. Qui mieux que quelqu'un ayant vécu la même épreuve pouvait réconforter une famille en détresse? Richard Blackwell était revenu de son voyage d'affaires de 4 mois pour trouver une épouse complètement différente. D'abord confus par les changements, il comprit vite que Victoria était plus heureuse qu'il ne l'avait jamais vue. Le mariage, autrefois une union pratique basée sur des intérêts communs, commença à fleurir en quelque chose de réellement affectueux. « Tu es devenue la femme que j'ai toujours su que tu pouvais être », dit Richard un soir alors qu'il regardait Naomi et Zoé jouer dans le jardin. « Je suis fier de toi. » Victoria sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Naomi m'a montré que la vraie force ne vient pas du contrôle des autres, mais du fait d'élever ceux qui nous entourent. » La transformation n'avait pas été facile. Victoria dut affronter ses préjugés profondément ancrés, apprendre à s'excuser auprès des anciennes domestiques qu'elle avait cruellement renvoyées, et surtout, apprendre à voir Naomi non comme une subordonnée, mais comme une égale. Le processus fut douloureux mais libérateur. Naomi emménagea dans l'une des chambres d'amis du manoir, d'abord par praticité pendant la convalescence de Zoé. Mais la cohabitation devint si naturelle qu'ils ne parlèrent plus jamais de déménagement. Zoé avait sa propre chambre décorée comme un jardin enchanté, et Victoria découvrit la joie d'être une tante, présente et affectueuse. La fondation Lily Washington grandit rapidement, attirant des dons d'autres familles riches inspirées par la transformation de Victoria. En 8 mois, ils avaient déjà financé 32 greffes pédiatriques, en plus d'établir un programme de soutien psychologique pour les familles dans des situations similaires. Margaret, la gouvernante qui avait survécu en restant invisible, devint la coordinatrice générale de la nouvelle équipe domestique. Victoria la promut immédiatement, reconnaissant que sa loyauté silencieuse méritait récompense et respect. La maison fonctionnait désormais comme une famille élargie, où chacun était traité avec dignité et reconnaissance. Un après-midi, Victoria trouva Naomi en train d'organiser des albums photos dans la bibliothèque. « Que fais-tu » demanda Victoria en s'asseyant à côté de son amie. « Je garde des souvenirs pour Zoé. Je veux qu'elle se rappelle combien elle a été aimée, combien de personnes ont cru en elle. » Naomi montra une photo de Zoé le jour de sa sortie de l'hôpital, radieuse et en bonne santé. « Et je veux qu'elle sache qui est la femme extraordinaire qui a sauvé sa vie et changé la nôtre pour toujours. » Victoria secoua la tête. « C'est toi qui m'as sauvée, Naomi. J'étais perdue, consumée par l'amertume et les préjugés. Tu m'as montré qu'il y avait encore du temps pour choisir d'être différente. Peut-être que nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit Naomi en souriant. « 2 mères qui ont perdu et trouvé l'espoir l'une dans l'autre. » À ce moment, Zoé apparut à la porte, tenant un dessin coloré. « J'ai fait un cadeau pour vous deux, » annonça-t-elle en courant pour montrer son œuvre. Le dessin montrait 3 figures se tenant la main. Une femme grande aux cheveux blonds, une femme noire aux cheveux crépus et une petite fille au milieu. Au-dessus d'elle, un énorme cœur avec le mot « famille » écrit en lettres irrégulières. Victoria et Naomi se regardèrent, les larmes aux yeux. Elles avaient trouvé quelque chose qu'aucune d'elles n'attendait. Une famille construite non pas par les liens du sang, mais par des liens encore plus forts d'amour, de pardon, de respect mutuel et de seconde chance. Le manoir qui avait un jour résonné des cris du désespoir résonnait maintenant des rires de joie. 3 vies qui semblaient destinées à la tristesse découvrirent que parfois, les plus belles fins commencent quand on parvient à voir au-delà de nos différences et préjugés, trouvant notre humanité partagée. Victoria apprit que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la capacité à transformer la douleur en but, le privilège en responsabilité et les différences en pont de compréhension.
Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus inspirants comme celui-ci. Parce que tout le monde mérite une seconde chance de trouver la rédemption et le véritable